Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit et ce soir je reçois Philippe Solal. Bonsoir Philippe. Bonsoir, bonsoir l'ami. Alors Philippe, je vous reçois dans le cadre de la sortie de votre nouveau livre. Alors livre que vous m'avez envoyé d'ailleurs très gentiment et que j'ai lu avec attention. Alors comme je vous l'ai dit en off, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Je pense que c'est un livre qu'il faut lire peut-être 2 fois, voire même 3 quand on n'est pas trop dans ce schéma de pensée, en fait, je pense. Est-ce que je peux démarrer cet entretien en vous demandant, mais comment vous êtes intéressé au phénomène OVNI, à tout ça, en fait? Parce qu'on va voir que ça englobe pas que le phénomène OVNI, au final. Alors en fait, je m'intéresse à ce phénomène depuis très longtemps, hein. Je viens d'avoir 62 ans, je pense que j'ai commencé à m'y intéresser, j'avais 12, 13 ans. À l'époque, je regardais le feuilleton Les Envahisseurs. Dans Ouais. les années 70, on parlait beaucoup des alors à l'époque, on parlait de soucoupes volantes, hein. Mmh. Mais j'étais passionné par ce phénomène et ça a continué après. J'étais très féru d'extraterrestres. À l'époque, je pensais comme ça. Et j'ai eu le privilège d'assouvir ma passion lorsque j'ai eu la chance d'enseigner à Toulouse, puisque j'ai rencontré les gens du GEPAN, par exemple, hein. J'ai même pu les faire venir, dans l'école où j'enseignais à l'époque. C'était l'INSA de Toulouse, je leur avais proposé de faire une conférence. À l'INSA, c'était une grande première. À l'époque, c'était Xavier Passot qui était le directeur du GEPAN. Enfin, j'avais rencontré plein de gens liés à cette thématique et ça ne s'est pas arrêté, quoi. Et ma vision du phénomène a changé vraiment à partir de 2015. Et là, j'ai pu participer à quelques émissions, quelques conférences. Avant, après de retourner un petit peu dans l'ombre, j'ai eu pas mal de problèmes de santé et donc je me suis un petit peu retiré et là, je suis très surpris parce que je m'attendais pas du tout à déjà à écrire sur le sujet. J'avais pas prévu ça. C'était très j'ai eu une inspiration comme ça, mais je suis très surpris, hein, parce que j'avais un petit peu, tourné la page. Je m'intéressais au phénomène, hein, mais je voulais pas, participer à une parution et je suis vraiment très surpris, non et content, hein, aussi. Mais alors quand vous dites en 2015, votre vision du phénomène a changé, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la rencontre de personnes, notamment par l'intermédiaire de gens que je connaissais à Toulouse. J'ai fait la connaissance de personnes comme Éric Zurker, comme Najib Khari, comme Fabrice Bonvin. Et on a commencé à avoir beaucoup d'échanges, à réfléchir, sur, heu, sur les approches différentes et qu'on pouvait avoir, sur nos sensibilités différentes. Et puis j'ai lu aussi, des textes d'un auteur qui m'avait complètement, échappé lors de mes études de philosophie. Cet auteur, c'est Carl Gustav Jung. Moi j'étais passé à côté en fait. Je connaissais son nom, mais j'étais passé à côté. Il y a eu comme ça la lecture de Jung, les discussions avec, les auteurs dont je vous ai parlé et puis une réflexion, personnelle. Et ce qui a été déterminant, c'est la lecture de Jung et sa manière dont il parle d'une dialectique entre le petit moi et l'âme. C'est en lisant ces textes-là que comment dirais-je? Que ma sensibilité a changé, on va dire, voilà. D'accord. Oui, parce qu'en fait, Jung, on peut dire que c'est quand même un des premiers qui aborde les ovnis sous un angle un peu psychologique, enfin, en lien direct, en tout cas, avec l'âme humaine. C'est ce que vous faites aussi. C'est un peu le la poursuite de ses travaux, on pourrait dire un peu, en quelque sorte. Alors, moi je pensais qu'il avait une approche psychologique justement. Oui, Et l'approche psychologique, moi, m'intéressait pas parce que je considérais et je considère d'ailleurs toujours, hein, que le phénomène OVNI n'est pas réductible au psychologique. Il n'est pas d'accord. réductible à des phénomènes purement hallucinatoires, et en fait, c'est ça. C'est que Jung, lui, ne s'arrête pas au psychologique. J'ai compris après coup que le premier à avoir essayé d'articuler le psychologique au domaine du spirituel, c'est-à-dire de Mmh mh. l'âme, c'est lui, dans un livre qui s'appelle Un mythe moderne. Mmh. Mais et c'est un livre qui est très important parce qu'en fait, il montre qu'on ne peut pas en rester justement au psychologique. En fait, que la problématique OVNI, c'est une fusée à 3 étages. Il y a l'étage du matériel, physique, l'étage, du psychologique, mais il y a un troisième étage et ce troisième étage concerne une réalité métaphysique, hein,
que les philosophes connaissent bien pour en avoir beaucoup parlé, et qu'on a oublié, nous. Et cette réalité métaphysique, on l'appelle l'âme. Voilà. Et donc, c'est ce lien-là, moi, qui m'a ouvert les perspectives de réflexion. Le lien entre le psychologique, c'est le domaine du moi, de ce que vous êtes, vous et moi, de ce qu'on a conscience d'être. Mais il y a un troisième étage, c'est le domaine de l'âme. Et lorsqu'on fait cette articulation-là, ça ouvre des perspectives. Et après, il faut se demander, alors qu'est-ce que c'est que l'âme? Est-ce qu'elle existe vraiment? Et quel est son Exactement. lien avec le moi? Mmh. C'est ça le problème. Ouais, parce que Jung, lui, pour lui, les ovnis, c'était une projection du soi, en fait, Oui, l'inconscient dont il parle, c'est pas l'inconscient freudien. L'inconscient freudien, c'est l'ensemble des désirs qu'on refoule parce qu'ils sont inacceptables vis-à-vis de notre morale, hein. mmh mh. L'inconscient dont parle Jung, c'est tout ce qui est voilé, mais qui nous est supérieur. Et ça renvoie à une dimension de nous-mêmes qui n'est ni dans l'espace ni dans le temps, qui est, on peut dire un peu, qui est notre parent, si vous voulez. C'est une image pour dire que, selon Jung, nous procédons du soi. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec cette dialectique-là, celle du moi par rapport au soi, donc de ce que je suis, ce que je perçois par rapport à l'âme, on va pouvoir penser tout un jeu. Et c'est ce jeu-là qui me paraît, moi, très éclairant. Parce que le soi, il a une capacité, c'est de pouvoir matérialiser des contenus. C'est-à-dire que pour lui, l'opposition entre la matière et l'esprit n'a plus de sens. Bon, là, je vais un peu loin déjà, hein, mais en tout cas, voilà, c'est la lecture de Jung qui a été déterminante pour moi, vraiment. D'accord, et alors justement pour en revenir à ce que vous disiez, comment on peut imaginer ce qu'est l'âme, en fait? Décrire l'âme. Comment on peut décrire l'âme? Qu'est-ce que L'âme, c'est? c'est une notion première, hein. Déjà, on peut dire ce qu'elle n'est pas. C'est déjà une première définition qui est négative, hein. Elle n'est pas dans l'espace, elle n'est pas dans le temps. Elle se situe dans un, je vais garder le conditionnel, hein, elle se situerait dans un plan de réalité qui n'est pas donc matériel et qui est asymétrique par rapport au nôtre. Si on analyse la phénoménologie avec cette grille de lecture de l'âme, hein, on s'aperçoit que l'âme, elle, ben, elle sait tout de nous. Mais alors que l'inverse n'est pas vrai, hein, puisqu'on a occulté l'âme. Voilà, un des premiers textes qui me parle de l'âme, moi, c'est un texte d'un auteur que je connais bien pour l'avoir enseigné, c'est Socrate. Socrate, alors, il emploie pas le terme grec psyché, qui est le mot pour l'âme, hein. Il parle de daimon, démon. Mais c'est pas un démon au sens judéo-chrétien. Ce qu'il appelle le démon, c'est une présence intérieure euh, qui va surtout lui dire ce qu'il faut ne pas faire. Les mauvaises directions, un guide intérieur. Mais un guide intérieur pensé comme quelque chose de supérieur à l'humain, hein. D'ailleurs, Platon va le présenter dans un texte qui s'appelle Le Banquet, comme ce qui est intermédiaire entre l'humain et le divin, le démon. Donc la première fois, moi, où j'ai entendu parler de l'âme dans ce sens-là, c'est chez Platon, en fait, hein. Alors comment est-ce qu'on peut décrire l'âme? euh, bah, bon, je mets les pieds dans le plat tout de suite, hein. C'est que je pense que le domaine qui nous renseigne sur l'âme, c'est un domaine qui est aujourd'hui lié à ce qu'on appelle la thématique des expériences de mort imminente. Voilà. Et qui nous donne beaucoup de renseignements. Mais voilà, alors on pourra peut-être y revenir parce que c'est compliqué, hein. Oui, parce Mais que ça disons prend une grosse place dans votre livre d'ailleurs, hein, oui, le MI, voilà, et vous faites le lien après justement, ouais, ouais. voilà. Et moi j'affirme, en tout cas, je soutiens que cette articulation entre la problématique OVNI et la problématique des EMI, on l'a subodorée, on l'a pressentée depuis longtemps, notamment depuis un ouvrage célèbre d'un auteur américain qui s'appelle Kenneth Ring. Moi, il me semble que il y a l'articulation, je pense en avoir trouvé une, voilà. C'est dans Mmh. l'analyse de ce qu'on appelle les rencontres rapprochées avec effet Oz. C'est Oui. l'analyse de ce phénomène-là qui nous fait passer, qui nous fait passer dans le plan des EMI. Mmh. C'est-à-dire que c'est grâce aux rencontres avec effet Oz et lorsqu'on analyse ce qui se passe à ce moment-là, qu'on peut basculer dans la thématique des EMI. Je sais pas si je D'accord. suis clair.
Oui, 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 tout à fait. Mais alors, est-ce qu'on peut rappeler là vite fait ce qu'est justement l'effet d'Oz, dont le nom vient d'ailleurs du magicien d'Oz, hein, également, hein? Oui, absolument, c'est lié au alors c'est un nom qui a été donné par, une, une ufologue américaine en réfé alors c'est Jenny Randles qui avait proposé ce nom dans un article, rédigé pour une revue Bufora, une revue Mmh. américaine et elle, compare, cet effet Oz à aux références au film Le Magicien d'Oz, justement. Alors ce Mmh. qu'on appelle effet Oz, c'est un phénomène qui se produit, et qui est rapporté par les témoins, notamment lorsqu'il y a des rencontres, dites rapprochées, les fameuses RR3 selon la classification HINEC. Un témoin, voit, un ovni, heu, soit avec des occupants, parfois sans occupants, hein, uniquement l'ovni. Mais ce qui est raconté, c'est un ensemble de caractéristiques extrêmement étonnantes. La première d'entre elles, c'est que le lieu où se situe le témoin, d'un seul coup devient désert. Il y avait du monde et d'un seul coup, il y a plus personne. Le lieu paraît insolite, comme figé. Il y a plus de vent dans les arbres, il y a plus de son, on n'entend plus de son, ou alors des voix extrêmement étouffées. Le temps semble s'être comme arrêté. Les 2 cas que je cite dans mon ouvrage, sur lequel je m'appesantis beaucoup, hein, c'est le cas de, la rencontre de Pierre Monet et puis après le cas, Oui. emblématique d'Aravilliers. On a là 2 effets Oz. Mmh. Dans le cas d'Aravilliers, vous avez, un des témoins, il dit: Il y avait même pas de brume». Il se trouvait dans un un endroit en principe où ils allaient chasser, il y avait plus de brume. Le temps semblait arrêté, le paysage paraissait insolite. Donc voilà, ce sont ces caractéristiques qu'on appelle effet Oz, parce qu'on a l'impression d'être comme dans un rêve. Ce qui est étonnant, et je fais le lien, hein, c'est que le phénomène d'effet Oz, le temps semble s'être arrêté ou s'être écoulé de manière différente, on va dire. Et Mmh. on retrouve des points de commun, mais vraiment très marqués, avec le récit de personnes ayant fait une EMI, qui nous disent que le temps semble s'être comme figé. Moi, je fais le lien. Et sans pouvoir trop le développer ici, hein, mais je vous donne l'idée générale, hein. C'est qu'en fait, dans la rencontre avec avec effet Oz, le témoin, en fait, est l'objet d'une EMI, sans décorporation. C'est-à-dire, en fait, c'est comme s'il faisait une EMI. Il est dans le temps de l'âme. C'est une EMI sans décorporation, dans lequel le témoin va être, son esprit va être comme délocalisé, va passer dans le plan de l'âme sans le savoir. Mmh. Et ce qui me paraît, moi, le plus extraordinaire, c'est que l'âme est capable de recréer, le le champ phénoménal, enfin, le lieu dans lequel le moi est plongé, mais va être recréé sur un autre plan qu'on appelle un plan imaginal. Mmh. Puisqu'en fait, c'est l'âme qui produit notre monde. C'est Mmh. l'âme qui produit la matière. Elle va recréer dans son monde à elle le même plan d'existence qui était celui, dans lequel vivait le moi, mais c'est un plan d'existence privé. C'est un simulacre. Alors je sais que ça peut paraître incroyable ce que je dis là, hein. Une rencontre avec Éphéos, c'est un rêve, l'âme rêve et met le moi dans son rêve. On est D'accord. dans le rêve de l'âme et c'est un rêve matériel. Mais par exemple, dans le cadre, de Monet, donc qui est en vélo et dont l'âme va donc, subir ce que vous êtes en train de nous expliquer, mais physiquement, son corps est toujours là, puisqu'il va se déplacer, en fait, sans se souvenir qu'il s'est déplacé. C'est un peu ça son histoire au final. Oui, bon, pour les personnes qui nous écoutent, qui voient pas trop ce dont on parle, il faudra qu'ils se reportent évidemment à l'analyse du cas, Pierre Monet. Pierre Monet, c'est un monsieur qu'on appelle un contacté. Moi, j'avais la 1re fois que j'avais entendu parler de lui, c'était à une émission de Chavannes où tout le monde se moquait de lui. Il racontait justement, ce cas, hein. Ensuite, il a publié 2 livres, où il raconte, ce qui lui est arrivé. Donc il est à Courthézon, près d'Avignon. Il vient de raccompagner sa fiancée et il doit rentrer chez lui. Et il dit: «D'un seul coup, j'ai été téléporté, à plusieurs kilomètres plus loin. Là, sans savoir pourquoi, je descends, dans une carrière de gravier
et puis je vois une soucoupe avec, 3, magnifiques extraterrestres blonds qui me sourient, tout ça. Voilà son histoire, hein. Alors moi ce que je soutiens, hein, c'est que toute la scène, à partir du moment où il est téléporté, c'est une scène qui n'a pas de réalité sur notre plan conscientiel à nous. Il est déjà dans le rêve de l'âme. Et ce qui me permet de dire ça, c'est qu'ensuite, lorsqu'il va confronter le temps de la scène où il rencontre les extraterrestres, il évalue à peu près ça à 40 minutes. Mmh. Et le temps des montres de courtaison, ben, il s'aperçoit que le temps s'est pas écoulé. Il s'est écoulé 0 seconde. C'est-à-dire que tout ce qu'il a vécu quand il va dans la carrière de Pierre, qu'il voit les extraterrestres, le temps s'est comme arrêté. Et là, il comprend pas. Et pourquoi il s'est arrêté? Parce qu'il est dans le plan de l'âme. Et dans le Mmh. plan de l'âme, le temps du plan de l'âme, ça correspond à 0 seconde ici. C'est-à-dire, il y a bien une temporalité dans le plan de l'âme, hein, mais c'est pas la même que la nôtre. C'est pour ça c'est l'allusion à Alice au pays des merveilles, hein. C'est-à-dire que le temps en haut ne s'écoule pas ici, ou correspond à 0 seconde. Donc tout ce qu'il a vécu, il n'arrive pas à comprendre pourquoi ça n'a pas été comptabilisé par sa montre. Sa montre devrait marquer 40 minutes en plus. Elle marque pas. Il dit, bah, le temps s'est arrêté. En fait, il s'est pas arrêté. C'est que tout ce qu'il a vécu, il l'a vécu sur un autre plan de réalité. Mmh. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un cas d'école. Et on va retrouver la même chose dans le cas d'Aravilliers, qui est encore plus D'accord. complexe, hein, celui-là. Mais par exemple, dans le cas de Pierre Monet, à ce moment-là, pourquoi lui montrer des extraterrestres? Parce que là, il voit ce qu'on appelle les grands blonds, hein, qui sont habillés d'ailleurs avec des espèces de vêtements un peu, futuristes et cetera. Enfin, pourquoi lui Oui. présenter cette figure, en fait, à lui? C'est ça qui est un peu étrange, je trouve. Parce qu'en fait, on a l'impression que des fois, ça va récupérer comment dire? L'environnement culturel peut-être de la personne. Parce Ah que oui, complètement, hein. Mais en fait, la question que vous posez, qui est évidemment, la première question à laquelle on voudrait répondre, pourquoi ce simulacre? Pourquoi est-ce que l'âme se présente déguisée, en fait, hein? mmh En fait, cette question-là, elle rejoint toute la problématique. Pourquoi est-ce que l'âme ne se présente jamais autrement que par des masques? Et la seule réponse, en tout cas moi que j'apporte, hein, c'est de dire que l'âme se présente déguisée parce que justement, on a nié son existence. Heu, c'est la même chose avec les désirs refoulés, mais cette fois dans un cadre freudien. Lorsque vous avez des désirs refoulés, ils reviennent déguisés. Alors là, je parle de l'âme, donc heu, c'est l'inconscient jungien, hein. L'âme, on lui a coupé la parole, si vous voulez. C'est un peu ça l'idée, hein, parce qu'on est dans un siècle, plus d'un siècle, hein, de matérialisme, qu'on veuille ou non. L'âme n'est pas un concept scientifique, non seulement, mais en plus, elle n'a pas droit de citer. Aujourd'hui, vous avez personne qui vous parle de votre âme, enfin, en tout cas, globalement, je vais dire, hein. Lorsqu'on coupe la parole à l'âme, celle-ci, comme par réaction, en fait, hein, va s'exprimer de manière déguisée. Et ce déguisement, c'est pas uniquement l'extraterrestre, hein. Il y a eu d'autres déguisements avant. Le déguisement de l'extraterrestre qui reprend des éléments culturels, hein, ça date mh. des années 30, en fait, à 30, 40. Il y a eu une période assez brève où le déguisement, c'était le savant fou sur sa drôle de machine, inspiré des romans de Jules Verne d'ailleurs, hein. Mais avant ça, le principal déguisement de l'âme pour s'exprimer aux hommes, à des époques pourtant où l'idée d'âme était moins dévalorisée, hein, c'est la figure du diable. Moi, je dirais qu'il y a eu 3 grands déguisements. Le diable, sur plusieurs siècles, hein, le savant fou sur 20 ans et l'extraterrestre. Voilà. D'accord. Alors ça veut dire que, avant ça, les gens donc voyaient le diable ou des démons, enfin des choses de cet ordre-là. Ensuite, ça a été Absolument. les fameux savants fous, en fait, donc là, on voyait, des gens dans des vaisseaux, des choses comme Oui, ça, hein, les c'était archives. ça à peu près? Ouais, tout à Voilà. fait. Et après, on est passé sur la figure de C'est l'extraterrestre, ça, en fait. Donc tout exactement. c'est-à-dire qu'en fait, ce phénomène récupère,
un petit peu la pensée du moment en fait. Non seulement il récupère, mais il lit en nous comme dans un livre ouvert. Mmh. L'expression n'est pas de moi, elle est d'un monsieur qui s'appelait, Swedenborg, qui est un célèbre scientifique, heu, suédois qui avait écrit sur le rapport de l'âme au moi et il disait ça, mais à l'époque, on l'avait pris pour un illuminé. Le philosophe allemand Kant était très intrigué par les écrits de Swedenborg, qui au départ était un éminent, scientifique et qui Mmh. à la fin de sa vie parlait de l'âme, des anges. Alors les anges, c'est une autre figure de l'âme aussi, hein. C'est un autre masque. D'accord. Mais Mais voilà, il y a toute une symbolique. et justement pour en revenir à Jung, puisque vous en parlez tout à l'heure, lui il expliquait que le phénomène OVNI pouvait être une sorte de réaction, collective en fait à certaines angoisses de l'humanité, une peur, quelque chose de ce genre-là. Donc c'est peut-être un petit peu ça, on avait peut-être peur du diable, peut-être de la technologie avec ses savants fous. Est-ce qu'aujourd'hui les extraterrestres ne sont pas ce qui nous ont fait peur parce qu'on s'imaginait des choses venues d'ailleurs, capables peut-être de nous détruire? Est-ce qu'on peut lier ça, comme ça ou pas? Oui, mais là, si on évoque c'est vrai que Jung a évoqué, hein, ce que vous avez dit, hein, Mmh. heu, mais il faut aller encore plus loin, quoi. Des angoisses qui vont se matérialiser, heu, ça reste dans le domaine qui est pertinent aussi, hein, psychosociologique. Il il faut vraiment voir ce phénomène dans cette dimension métaphysique et je vais même aller plus loin puisque pour moi, je pense que le phénomène a une dimension initiatique. C'est-à-dire qu'en fait, il nous ouvre à un au-delà de nous-mêmes. Il participe à un éveil de notre conscience, ce phénomène. C'est en ce sens qu'il est initiatique. Moi, dans mon ouvrage, d'ailleurs, je le dis, hein, d'emblée, il y a un dernier tronçon que je n'évoque pas. Parce que je pense que dans l'initiation, dans le cheminement auquel nous invite ce phénomène, il y a une dernière partie qu'il faut faire tout seul. Et donc moi, je parle pas. Moi, je m'arrête à la métaphysique. Mais il y a une dernière partie qui est la dimension théologique. Théologique. Parce que ce phénomène se manifeste aussi donc à travers des masques, mais il se manifeste aussi par ce qu'on appelle les théophanies, Oui. par des manifestations qui renvoient cette fois à des thèmes liés à la théologie, hein, et en Oui, genre particulier, Fatima, et cetera quoi. voilà, Mmh. apparition mariale, donc à la Bible aussi, hein, il faut bien le dire. Ça, moi, j'en parle pas, parce que je Mmh. considère que tout ce qui concerne le domaine du sacré, c'est pas, ça fait partie de l'intime. Je me suis arrêté à mon domaine, c'est la métaphysique, hein. Heu, la dernière partie du parcours, il est propre à chacun. Autrement dit, comment faire le lien entre l'âme et les apparitions mariales. Ça moi, vous avez vu, j'en parlais pas, hein. Oui, J'ai juste oui. simplement montré les similitudes entre les apparitions mariales et le phénomène ovni qui me paraît, moi, inversé. En D'accord. fait, les manifestations d'ovnis, c'est comme une apparition mariale, mais inversée, en fait, quoi. D'une logique inversée. Mais là, on aura peut-être des questions de la part des personnes qui nous regardent. C'est, à ce moment-là, le phénomène OVNI, pourquoi il se montre, par le biais, par exemple, de soucoupes volantes, de tic-tac, de triangles, d'orbes? Aujourd'hui, ce sont plutôt des boules lumineuses. Heu, bah, je comment expliquer ça, en fait? Alors, bah, la réponse que je propose est la suivante, hein. Depuis à peu près, on va dire, depuis le début de l'ère, industrielle, hein, la la place de la science est devenue considérable, à juste titre d'ailleurs, hein. Moi, vous savez que j'ai enseigné l'histoire des sciences pendant des années. J'ai vu comment, et c'est ce que j'ai retranscrit dans mon enseignement, hein, comment la science a transformé, notre vie. C'est même pas enfin, je veux dire, c'est une évidence, hein. La science a transformé nos espaces d'existence de manière triomphale, triomphante, incroyable. Mais le problème, c'est que la science a aussi été porteuse d'une idéologie qui a consisté à considérer et la théologie et la métaphysique comme des vues de l'esprit, comme de l'obscurantisme.
Et la science nous a dit la seule vérité, c'est qu'il n'existe que la matière mue par le hasard. Autrement dit, toute la dimension sacrée de l'homme a été rejetée. La philosophie avec d'ailleurs, hein, puisque la philosophie au XXe siècle ne produit plus de métaphysique, c'est fini ça. On en reste à des. La philosophie, c'est cantonné à l'éthique et encore. Hein. La science est devenue triomphante, mais elle a récusé une dimension supérieure en disant il n'y a que la matière, l'existence n'a pas de sens et il n'y a que le hasard. Et ne domine que la technologie. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait l'âme, selon moi? C'est qu'elle nous donne à voir ce en quoi on croit. Je ne sais pas si je suis assez clair dans mon propos, c'est-à-dire qu'en fait, elle nous parle le seul langage qu'on peut entendre, mais pour nous tromper. C'est le langage de la technologie. C'est pour ça D'accord. qu'elle apparaît sous forme d'engin soi-disant technologique. Hein. Il n'y a absolument rien de technologique dans la problématique des ovnis. Mais pas une once, rien du tout. Donc en fait, ces ovnis ne sont pas d'origine extraterrestre. Ça n'a rien à voir avec, une civilisation, autre, vivant, aux confins de l'espace qui viendrait nous rendre visite ou autre. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir? C'est des simulacres. Voilà, ce sont des simulacres. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de la vie ailleurs. Hein. Oui, oui. Je n'ai pas dit ça. Hein. Mais les ovnis n'ont rien à voir avec la question de l'exobiologie. Ça a à voir avec une partie de nous-mêmes, supérieure. Enfin voilà, en tout D'accord. cas, moi, c'est ce que je soutiens. Alors, c'est une thèse qui est très violente, bien sûr. Hein. J'imagine l'auditeur qui m'écoute et qui a passé sa vie à traquer les extraterrestres, il m'entend parler, c'est très violent, quoi, ce que je dis là. Mais en tout cas, moi, c'est le cheminement qui est le mien. Voilà. Mais alors quel est le but de tout ça? Comment on peut expliquer le besoin justement de créer ce simulacre? Qu'est-ce qui s i ça amène à quelque chose? Je veux dire, il y a un but derrière Ben, ça? Il y a ça nous amène à nous, enfin, selon moi, ça nous amène à nous interroger et à nous placer devant une voie, enfin deux voies en fait. Hein. mmh mh. Ça nous amène à nous interroger comme toute initiation. Hein. Et là, on est à la croisée des chemins. Quand on s'interroge sur ce phénomène, soit on peut aller dans la fuite en avant technologique et on va emprunter un chemin que j'ai appelé la voie de la contre-initiation. Donc là, on va se demander, mais d'où viennent les ovnis? De quelle planète? Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur moteur? Comment est-ce qu'ils font pour tenir tous ensemble là dans l'habitacle? Autrement dit, on va être dans une obsession perpétuelle. Vous savez que la thématique des ovnis, elle peut être devenir obsédante, quoi. Hein. Ça peut être une obsession permanente, sans réponse, évidemment, puisqu'on est dans le simulacre. Ça, c'est la voie de la contre-initiation. Et l'autre voie, une fois qu'on a déjoué le simulacre, c'est la voie de l'initiation, qui doit nous amener à nous reconnecter avec cette part oubliée de nous-mêmes. Cette reconnexion, Jung l'avait appelée individuation. C'est-à-dire lorsqu'on redevient l'être total, lorsque le moi se reconnecte au soi. C'est un thème très jungien, ça aussi. Mais cette reconnexion par l'intermédiaire de la problématique des ovnis, moi je l'appelle la voie difficile, parce qu'effectivement elle est semée d'embûches. Donc voilà, pour répondre à votre question, pourquoi tous ces simulacres? Parce qu'on a la possibilité de se reconnecter avec sa part oubliée, ou pas. C'est à nous de jouer, D'accord. quoi. En fait. Donc, Mais, là, on est en train de parler du phénomène OVNI, mais on peut également le lier, je pense, aux phénomènes, paranormaux, aux fantômes. J'ai reçu par exemple Laurent, Kasprowitch, sur ma chaîne il y a quelques semaines. On parlait des coups de fil de l'au-delà. On en est arrivé à un moment donné à dériver sur la théorie de la simulation et de se demander parce qu'il avait écrit un premier livre, hein, dans lequel il développait l'idée d'un trickster. Est-ce qu'on peut peut-être imaginer qu'on peut lier ce que vous développez là avec ce que lui a développé avec cette idée de trickster justement? ah mais complètement. Le trickster, c'est une figure ancienne, Mmh. mais qui a été réélaborée ensuite, hein, repensée par Jung. Alors, pour expliquer, il faut savoir que Carl Jung, et c'est ça qui le différencie aussi
l'approche purement freudienne, hein. Freud ne croyait pas en l'existence de l'âme, hein. Il était très matérialiste, Freud, hein. D'ailleurs, c'est ça qui l'a fait. Ils ont eu un clash entre Jung et Freud, justement par rapport à cette question. Chez Jung, non seulement l'âme existe, mais en plus de ça, il existe un inconscient collectif chez Jung. Idée que Freud rejetait d'ailleurs, hein. Et chez Jung, l'inconscient collectif se constitue d'abord par un langage universel, transhistorique, c'est-à-dire qui dépasse les époques, hein, et transculturel, qui dépasse les cultures. Ce langage universel, cette symbolique universelle, qui se retrouverait dans les rêves, qui se retrouverait dans toute une série de productions culturelles, est composé d'éléments que Jung va appeler des archétypes. Des archétypes. Alors c'est assez complexe à expliquer en quelques mots, hein, ce que la théorie des archétypes, mais voilà, ce seraient les éléments d'un langage universel. Et parmi les archétypes que Jung va mettre en lumière, hein, il y en a un qui s'appelle l'archétype du trickster, dont vous venez de parler là, dont parle Laurent. Cet archétype-là, pardon, c'est un des masques possibles de l'âme, parmi le diable, parmi l'extraterrestre. Voilà, c'est ça l'idée de l'archétype. Et évidemment qu'on peut rattacher les deux, hein. C'est même D'accord. très logique. Donc en fait, on peut pas imaginer, par exemple, avec, vous, hein, votre théorie, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'on serait dans une sorte de simulation nous-mêmes et qu'il y aurait une sorte de alors comment expliquer? C'est un peu complexe, mais une sorte peut-être de moyen de sortir? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on quitterait, ce qu'on pourrait appeler notre, enveloppe physique pour partir vers quelque chose d'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on est dans une sorte de simulation, en fait, et que j'ai du mal à Alors oui, expliquer oui, ce tout que à je veux fait. vous dire, mais Non, non, mais je vois. Bah, vous faites référence à une conception qui se rapprocherait du scénario du film Matrix, c'est ça? oui, exactement, oui, oui. Alors, figurez-vous que lorsque le film est sorti, le film Matrix, moi, ça m'a tout de suite fait penser au mythe de la caverne de Platon. On est dans un monde, dans une caverne, c'est-à-dire un monde d'illusions. Il y aurait le monde réel. En fait, les profs de philo n'ont pas aimé le film Matrix. Euh, et j'ai compris après pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous parlez de simulation, simuler, ça veut dire faire comme. Simule, en latin, c'est faire comme, hein. C'est-à-dire quand on simule, si par exemple je simule une maladie, je fais comme si j'étais malade. Mais la maladie, elle existe déjà. Je fais comme si j'étais un malade. Il y a de vrais malades. Si je simule une maladie, j'imite un malade, mais par rapport à quelque chose qui existe déjà. Donc quand on parle de simulation, on suppose qu'il y a déjà un monde qu'on va copier, qu'on va simuler. Alors qu'en Oui, fait, ce que nous apprend d'après moi, hein, cette thématique, c'est que l'âme, elle simule pas, elle produit. Euh, et simuler, ça supposerait que l'univers serait comme un ordinateur qui simulerait des images, comme notre ordinateur et ses programmes peuvent simuler dans un jeu vidéo des paysages, par exemple. On n'est pas dans un phénomène de simulation, on est dans un phénomène d'une production dynamique par rapport à une entité qu'on appelle l'âme, ou l'âme du monde. Je vais vous expliquer après pourquoi cette changement de terminologie, mais l'âme, ce qui la caractérise, c'est qu'elle simule pas, c'est qu'elle est créatrice. Elle peut produire toutes les formes qu'elle veut. Et d'ailleurs, elle s'en prive pas, puisque dans la phénoménologie ovni, on a toute une symbolique où elle va utiliser à peu près tout ce qu'on peut imaginer comme forme géométrique. Des ronds, des carrés, des cercles, des ovales, enfin tout ce que vous voulez. Lui, Jung s'était arrêté à la forme discoïdale, qui était prédominante à son époque, parce qu'à l'époque on parlait de soucoupe volante. Il rattachait ça à l'archétype de la totalité. Mais en fait, l'âme, elle peut imaginer et créer ce qu'elle veut, et elle ne s'en prive pas. Mais ce n'est pas une simulation, c'est une d'accord. création. Une C'est une création. création. D'accord. Et alors d'où justement l'apparition de tous ces êtres, hein, parce que on parle des extraterrestres, mais c'est tout le bestiaire qui est à côté. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans votre livre, vous le dites, ça peut être des créatures à tête de gremlins, à un moment donné, c'est les sortes de bibendum, c'est toutes ces choses, quoi.
mais C'est une qui sont quoi? sémiologie Qui sont ouverte. enfouis en nous, en fait? Oui, oui, tout à fait et le matériau va être récupéré. Comme avec Mmh. l'époque des airships dont on a parlé tout à l'heure, Mmh. où là, les éléments qui étaient reproduits, mais c'est très net, hein. Eric Zurker, a écrit là-dessus, lui aussi, il a bien compris mon ami Eric, il a bien compris le symbolisme et cette récupération, hein. Mais dans les airships, c'est carrément le roman Robur le Conquérant, le roman de Jules Verne, qui est mis en scène. C'est très net, quoi, hein. C'est au détail près, quoi. Le Bibendum, moi j'ai appris, en faisant mes recherches, que le Bibendum avait été imaginé par, leur nom m'échappe là, les frères Michelin, en 1895. Et les premiers témoignages de gens qui voient des extraterrestres en forme de bibendum, notamment à l'île de la Réunion, ça vient 50 ans après. Les premiers témoignages, c'est dans les années 30. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une récupération, mais tout le temps, D'accord. des productions culturelles par l'âme. Elle puise en nous, en fait. Parce qu'en fait, elle est une partie de nous, hein, ou plutôt nous sommes Mmh. une partie d'elle. Nous sommes une partie. D'où justement cette évolution du phénomène ovni où au début ce sont des grands blonds, et puis ensuite ça évolue vers, des créatures, des petits gris, hein, par exemple, je crois que c'est les époux Hill, hein, qui vont parler les premiers des créatures, Absolument, voilà, et absolument. ça Et après on va le plusieurs retrouver auteurs partout. Mmh. ah oui, plusieurs auteurs on pense, et je suis d'accord avec eux, que le modèle du petit gris, c'est le sélénien, l'habitant de la Lune. Il y a des auteurs, des romanciers qui ont imaginé des êtres qui se rapprochaient du petit gris. La Lune, au début du siècle dernier, on l'appelait l'astre gris. Mmh. Et on imaginait que les êtres qui vivaient sur la Lune, les séléniens, bah, ils étaient des êtres de couleur grise, voilà, avec une peau grise. Ça vient de là, enfin à mon avis, hein. Mmh. On peut assez facilement retrouver l'origine culturelle de ce que l'âme va ensuite récupérer. Mmh. Après, il y a d'autres formes, hein, qui sont apparues, hein. Il y a eu la période des triangles, Oui. mais bon, voilà. Les fameux triangles, ouais, Ah et bah oui. aujourd'hui, on a d'autres choses, ça c'est une question également que je voulais vous poser. C'est que vous avez sûrement dû suivre le phénomène Dogman, c'est-à-dire des gens qui disent avoir vu une créature donc humanoïde avec une tête de loup, et là ça rentre totalement dans ce que vous racontez. C'est-à-dire que, on peut imaginer que le loup étant peut-être, assez présent dans la culture, populaire comme étant peut-être une créature assez effrayante, et puis en ce moment, c'est même le retour du loup, d'ailleurs aussi en France. Est-ce qu'on peut imaginer que, Ah bah, tous oui, les témoignages qu'on a eus ces dernières années sont peut-être liés justement à ça, à une sorte de peur collective qui se met en place, et il va y avoir ce jeu avec nous, en fait, comme vous l'avez expliqué, et nous le faire apparaître sous une forme effrayante peut-être? oui, alors le dogman, enfin moi je le rapproche d'autres, figures qu'on appelle des cryptides. Les cryptides, c'est le nom qu'on donne en général aux manifestations, insolites qui ont des formes monstrueuses en fait, on va dire, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez du cas de Point Pleasant qui avait Oui, donné le lieu à Mothman, oui. Mmh. voilà, et ben, c'est la même chose, hein. À ceci près qu'on est dans une symbolique inversée. Le Mothman, c'est l'ange déchu en quelque sorte, hein. C'est l'inverse de l'ange. On est dans une symbolique inversée. Parce que ce qu'il faut savoir, d'après moi, c'est que toutes ces manifestations-là, toute leur symbolique, elle est inversée. Elle est par rapport à la symbolique des anges, la symbolique des apparitions mariales. En fait, c'est comme si le divin ou le sacré, on va dire, hein, se manifestait de manière inversée. C'est pour ça que moi j'affirme, sans pouvoir là trop développer, hein, que une apparition d'OVNI, c'est comme une apparition mariale, mais inversée. C'est la même logique, mais inversée. Mais quand vous dites C'est-à-dire inversé, c'est-à-dire? Pardon. Oui, allez-y. donc initiatique. C'est-à-dire qu'elle va tromper. Mais quel est justement le but, par exemple, d'un Mothman? C'est-à-dire cet homme, papillon là qui est apparu, dire Le ça but, il est le même que pour les apparitions mariales, mais sous une forme d'accord. inversée. Et ça m'est apparu de manière de plus en plus claire au fur et à mesure que je travaillais sur les cas. C'est que toute cette problématique des ovnis,
Cette fois, on parle non plus simplement de démarche initiatique, hein, parce que ça, c'est le cadre, hein. Ce qui m'est apparu de manière mais manifeste, après c'est à moi à essayer de le mettre en lumière et de l'argumenter bien sûr, hein, c'est que la source du phénomène, l'âme ou l'âme du monde, connaît notre futur. Et le but, c'est de nous avertir, soit d'un danger à venir, un danger imminent qui va se produire, ou alors de nous avertir globalement sur des dangers futurs, mais sur nos folies. Là, dans le cas du Mothman, ce qui était manifestement en jeu, c'était de nous avertir, en tout cas c'est comme ça que John Keel l'a compris, l'auteur de La prophétie des ombres, hein, nous avertir d'une catastrophe par rapport à un pont qui allait s'écrouler. Euh, et vous voyez, vous avez entendu parler de la thématique des crashs de rien, Oui. dont parle Joël Ménard. Mmh. Ben là, vous avez des simulations, là on peut parler de simulations, des simulacres d'accidents. Il y a des gens qui voient un avion s'écraser, on cherche, il n'y a rien. Ouais, ouais. Là, c'est pour nous avertir, selon moi, de tous les dangers liés à la fuite en avant technologique. Mais parfois, vous D'accord. avez des manifestations ovniennes qui nous avertissent des dangers à venir dans l'histoire. Par exemple, la vague de 54. Mmh. La vague de 54, elle est mais indissociablement liée au début de la guerre d'Algérie. D'accord. Vous avez vu que j'ai même trouvé le nom d'un des tout premiers témoins de cette vague, hein. Oui, Je sais pas si vous vous oui. rappelez le passage, il s'appelait Monsieur Pied Noir. Bon, Oui, oui, vous allez oui, dire ça que c'est c'est impressionnant, ouais, cette histoire, ouais. alors c'est Donc peut-être une donc il y synchronicité, a mais il y a d'autres. En fait, à chaque fois qu'il va y avoir des guerres ou des temps sombres, on a des vagues d'ovnis. Là, je parle des vagues, hein. Tout mmh, simplement parce que l'âme connaît notre futur. Voilà. d'accord. Ce qui peut paraître assez Ouais, incroyable, mais c'est-à-dire, en gros, beh, ça rejoint un petit peu ce que disait Jung, c'est-à-dire que les ovnis étaient un peu des messagers d'un autre monde, quoi. Enfin, quelque part, c'est un petit peu ça, oui, mais d'un autre monde qui est un autre plan de conscience, mmh. qui n'est pas un autre monde planétaire. Oui, voilà, On c'est n'est pas pas un dans autre monde l'exhumanisme. planétaire, c'est vraiment, voilà, c'est dans la conscience, quoi. Tout à fait. Oui, oui. Parce que, en fait, la conscience, elle a des étages. Il y a ce dont nous avons conscience, c'est quelque chose de très réduit. Et qu'est-ce qui réduit notre champ de conscience? C'est quelque chose qui nous est important, hein, c'est notre corps. Le corps humain réduit toute l'information du réel. On va avoir un champ très réduit de la réalité. C'est pour ça qu'une des premières choses que décrivent les expérienceurs de MI, c'est qu'ils disent que leur champ de conscience s'agrandit. Et là, c'est fascinant. C'est fascinant parce que, en fait, c'est le vrai terrain de cette problématique, c'est le terrain qui nous est décrit par les personnes qui font des expériences de mort imminente ou de mort provisoire, hein, il y a plusieurs terminologies. Un des premiers phénomènes qui est décrit, c'est ce qu'on appelle l'abandon de la perspective. Heu, les personnes qui font des EMI disent qu'elles perçoivent les objets du monde physique, hein, mais plus avec leurs yeux de chair, mais avec leurs yeux de l'esprit. Alors là, je peux pas trop expliquer maintenant, mais c'est un peu compliqué, mais elles voient les objets sous toutes leurs perspectives en même temps. Ça D'accord. s'appelle l'omniperspective, et je vais même aller plus loin. Elles peuvent percevoir des temps différents en même temps. Il y a une formidable ouverture de conscience qui se fait à ce moment-là. Donc mais alors ça veut dire que qu'est-ce qui se passe le jour de notre mort? Parce que là, on parle des expériences de mort imminente, mais est-ce que le jour où on meurt réellement, enfin, je veux dire pour de bon, est-ce qu'il y a également comme ça un passage peut-être vers cet autre, comme vous le dites, niveau, en fait, pour nous? Alors, là, on Entre nous? entre dans un domaine qui est vraiment un domaine de la transcendance, hein. Moi, je soutiens ce que soutient Jung et ce que soutient beaucoup de traditions, et ce que semble confirmer toute cette thématique des EMI, hein. Évidemment, si on se place d'un point de vue purement matérialiste, ce que je dis là n'est pas acceptable, hein, j'en suis conscient. Mais moi, je me place d'un point de vue qu'on appelle spiritualiste, et je vais jusqu'au bout, hein. Si on suit ce fil-là, spiritualiste, hein, ce qu'on appelle la mort, c'est une réintégration.
C'est-à-dire que, pour reprendre une terminologie jungienne, hein, la mort, c'est la réintégration du petit moi, vous et moi, enfin, ce champ de conscience rétréci, va réintégrer une, une réalité plus grande, qui est l'âme, qui est donc hors espace-temps, et l'âme, elle n'est pas séparée. Si on suit les témoignages des expérienceurs, l'âme fait partie d'un collectif, d'un inconscient collectif qu'on appelle l'âme du monde. Et cette âme du monde, en fait, c'est une réalité, c'est le troisième étage, si vous voulez. Le premier étage, c'est le moi, qui est ignorant de son origine, hein. Le deuxième étage, c'est l'âme. Le troisième, c'est l'âme du monde. Ce qui est incroyable, c'est ce que je vous dis là. Il y a quelqu'un qui s'appelait Plotin, au 1er siècle de notre ère, qui a dit exactement pareil. Et dans un texte, très beau texte, qui s'appelle les Énéades. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire là, ce sont de très vieilles idées qui sont remises au goût du jour par la thématique OVNI. D'accord. Je sais pas si j'ai Oui, oui, oui. répondu à votre question. Oui, oui, tout à fait, oui, c'est intéressant. Mais alors justement, pourquoi, pendant un moment comme ça s'est perdu, parce que c'est comme vous le dites, ça a été assez rejeté au final cette idée de d'âme et autres. On a voulu peut-être se dire qu'on voilà, on a voulu croire plus au monde physique, et à la matérialité comme vous le disiez. C'est-à-dire qu'il y a eu une scission peut-être à un moment donné? Ah oui, quand j'étais à Toulouse, j'avais le privilège de faire un cours aux élèves ingénieurs aux étudiants sur le darwinisme. Mmh mh. J'avais intitulé mon cours Darwin et l'Odyssée des espèces. Et on présente souvent Darwin comme celui qui va séparer science et religion. Parce que si nous sommes des descendants du singe, hein, là c'est fini avec la Bible, hein. Mais en fait, Darwin, il n'a jamais. C'est pas lui qui a opéré la scission. On avait demandé une fois à Darwin quelle était, d'après lui, l'origine de la vie, puisque lui, il a pensé l'évolution du vivant, hein. Et c'est dans un livre qui s'appelle The Descent of Man, la descendance de l'homme. Darwin répond que la question de l'origine de la vie, lui, il peut pas y répondre, car pour la science, c'est un insondable mystère. Donc Darwin n'a jamais dit que la science pouvait répondre aux questions métaphysiques. En fait, ça commence avec un monsieur qui est un Français, qui est un philosophe en plus. Il s'appelait Auguste Comte. Auguste Comte, il a fondé un mouvement qui s'appelle le positivisme, fin 19e siècle, pour qui seule la science donne des vérités. La philosophie et la religion, ce sont des activités qui ont trait à l'enfance de l'humanité. Seule la science donne des vérités, et pour Auguste Comte, la seule vérité de la science, c'est que seule la matière existe, et la seule connaissance qu'on peut avoir, c'est la connaissance des lois positives de la matière. Donc pour répondre à votre question, la scission, elle se fait à partir de ce moment-là, avec ce qu'on appelle le scientisme, ou le positivisme, qui va D'accord. déborder de ses prérogatives. Et là, il y a une vraie scission. C'est pour ça que j'ai cité une phrase du professeur Broussais, un célèbre chirurgien du 19e siècle, qui disait avec une parfaite mauvaise foi, moi, quand je fais une opération du cerveau, je vois pas sous mon scalpel, je vois pas d'âme, il disait. Mmh. C'est incroyable de dire des choses comme ça. C'est incroyable parce que, évidemment, il voit pas d'âme. Parce que si l'âme existe, elle n'est pas matérielle. Mais c'est vrai que ça reste Donc, il y a encore très, très compliqué, hein, de comprendre d'où vient justement cette âme en fait, parce qu'on enfin, c'est en tout cas cette conscience, cette chose qu'on a en nous, d'où comment est-ce ça qu'on peut vient? la prouver? C'est ça que vous voulez dire. C'est Comment ça? est-ce qu'on peut Oui, prouver oui, l'existence de l'âme? c'est ça. Alors, il y en a qui essaient de prouver que l'âme existe parce qu'elle nous envoie des signes. Et vous savez, vous avez entendu parler de l'engouement autour des synchronicités, le thème des synchronicités. Mais j'essaie de répondre à votre question en tant que philosophe, hein, on peut dire que ni l'âme comme principe, ni la matière comme principe ne peuvent être prouvés. Je vais peut-être vous surprendre, hein, mais on ne peut pas prouver l'existence de la matière. Un physicien ne peut pas prouver que la matière existe. Elle peut vous décrire le phénomène qu'on appelle matière, c'est-à-dire ce qu'on perçoit comme de la matière, mais je peux tout aussi bien vous dire la matière n'existe pas. Que c'est
à 99,9% du vide. Autrement dit, ni la matière, ni l'âme ne sont démontrables par la raison, parce que ce sont des principes. Ni le matérialisme, ni le spiritualisme ne sont démontrables par la raison. Parce qu'en fait, la raison, ce qu'on appelle la raison, elle peut expliquer qu'une petite région de l'être, celle qui a été fort bien investie par la science, justement. Mais il y a des parties du réel qui échappent à la rationalité. Et alors là, ça nous renvoie à d'autres domaines, la métaphysique et la foi. Le problème, c'est Mmh. que la métaphysique, le domaine de la métaphysique et le domaine de la foi ont été anéantis, en tout cas, ont essayé d'être anéantis par une raison scientifique, technologique, qui a voulu prendre toute la place. Voilà le problème, Mmh. il est là. Oui, parce que c'est intéressant ce que vous disiez justement sur la matière, parce que Berkeley disait justement que la matière n'existait pas en tant que réalité autonome, quoi. C'est-à-dire que c'est une expérience, c'est une illusion en fait, la matière. Alors, vous faites bien de citer Berkeley, tiens, c'est un bon auteur à citer. Georges Berkeley, qui a fondé un courant qu'il appelle l'immatérialisme. Mais ce que dit Mmh. Berkeley, il y a plein d'autres qui l'ont dit avant lui, hein, plein d'autres philosophes. Il le dit, alors lui, il va encore plus loin, il dit être, c'est être perçu. C'est exactement ça, hein. Il n'y a pas d'existence des objets sans une conscience. Mmh. Après, chaque philosophe a donné sa version de la manière dont la conscience construit. Mais encore une fois, il faut bien que les auditeurs comprennent bien, c'est pas volontairement que la conscience construit les objets. Lorsque Kant, dans la critique de la raison pure, nous parle de la manière dont la conscience construit le monde, c'est pas quelque chose de conscient. Notre conscience, d'après lui, elle amène avec elle l'espace et le temps, les cadres. Mais on le sait pas. Vous voyez, c'est compliqué de comprendre, d'essayer de comprendre comment c'est la conscience ou l'âme qui vont construire le monde. C'est très compliqué. Je peux pas trop m'engager sur cette voie parce que ça fait référence vraiment aux théories les plus hardies et les plus intéressantes de la philosophie, en fait, hein. Ouais, ouais. Oui, c'est un petit peu comme quand on dit que la matière n'existe que quand elle est observée, en fait. Et il y avait cette fameuse idée que, par exemple, si un arbre, quand un arbre tombe dans la forêt, si personne ne l'observe, peut-être qu'il fait pas de bruit et qu'il fait du bruit que si on l'observe, en fait. Je trouve ça assez fascinant, Ouais. Alors, vous avez vu que la physique quantique, elle avait ouvert une brèche par Mmh, rapport à ce thème de l'observation, mais ça reste compliqué là aussi, hein. Parce que mmh, moi, c'est ce que j'ai affirmé dès les premières pages du livre, hein, c'est que la physique quantique, ça reste une théorie scientifique qui mmh. est incroyablement complexe, porteuse, mais c'est pas de la métaphysique. La métaphysique, c'est encore autre chose. Et pour moi, la problématique des ovnis, si elle renvoie bien à l'âme, elle renvoie à la métaphysique. Moi, je voulais juste revenir un tout petit peu sur les ovnis et par exemple, l'expérience, de Pierre, Monet, où quand il va voir donc ces fameux extraterrestres avec cette soucoupe, ces extraterrestres vont lui parler. Alors il lui parle, je crois, un petit peu de façon, intérieure comme ça, c'est-à-dire il Télépathie, ressent des inf télépathie. voilà, une sorte de télépathie. Et on lui dit d'ailleurs de pas s'approcher du vaisseau parce que soi-disant les radiations du vaisseau, seraient, nocives pour lui en tant qu'humain et cetera. Donc on a l'impression que là, il y a quand même une notion de, vous êtes pas pareil que nous en fait, on a une sorte de technologie. Vous voyez quand il parle du vaisseau et qu'il explique que bon, ben, voilà, s'il s'en approche, ça sera dangereux pour lui. Oui, mais si ce vaisseau il n'existe pas, il est qu'une comment dire? Une matérialisation de pourquoi lui dire ça, en fait? C'est une question que je voulais vous poser par rapport à votre livre, Autrement dit, ça revient à la question, pourquoi est-ce qu'on le trompe comme ça? Vous savez que c'est vraiment à la fin de sa vie qu'il a commencé à comprendre Mmh mh. qu'il n'avait pas affaire à des extraterrestres. Parce qu'au début, il a vraiment cru qu'il avait été contacté. C'est ce qu'on lui avait dit, hein, par Mmh. des Pléiadiens, je crois. À la fin de sa vie, il a dit qu'en fait, c'est dans ses tout derniers écrits, hein, il avait compris qu'il avait été dans ce qu'il appelait le plan divin. C'est l'expression qu'il emploie, et qu'il avait fait. Moi, j'adore cette expression. Il a dit: j'ai fait un voyage de l'esprit dans l'esprit. Elle est bizarre comme expression, hein. J'ai fait un voyage de l'esprit dans l'esprit, c'est-à-dire du champ conscientiel du moi vers celui de l'âme. Il a compris qu'il avait fait ce jeu d'ascenseur. Alors, pour reprendre votre question, pourquoi, encore une fois, pourquoi ces simulacres?
Et cette question-là, encore une fois, on peut l'adresser à tout ce qui s'est à toute cette problématique, hein. C'est ça qui est assez incroyable. Je vais répondre à votre question, mais je voulais souligner ça. La Oui. première chose qui frappe, Pierre Monet, c'est qu'il voit que les extraterrestres blonds, alors ils ont un juste corps, ils sont pieds nus, détail un peu bizarre, ils Mmh. lui sourient. Ils ont un sourire, il donne une description du sourire de ces extraterrestres qui est, mais au mot près, la même que celle que donnent les expérienceurs d'EMI lorsqu'ils disent que, après être passés par le fameux tunnel de lumière, ils sont accueillis par un être de lumière indistinct qui leur fait un sourire. Pareil. D'accord. Vous vous rappelez, je cite le journaliste Philippe Labro, Oui. qui est connu, Philippe Labro, qui a fait une EMI, qui raconte dans un livre qui s'appelle La Traversée, Mmh. et il dit qu'il percevait des formes indistinctes d'êtres de lumière. Il disait, mais c'était pas le sourire qu'il me montrait, c'était l'essence du sourire. On est être accueilli. Selon moi, ils sont accueillis par le soi, hein, c'est-à-dire par leur part éternelle. À cette idée du sourire. Et alors, je reviens maintenant au cas Pierre Monet, hein. Alors, il y a tout un simulacre. Ils lui disent ne t'approche pas du vaisseau parce que là, ils parlent pas de radiation, ils disent ces vibrations, Les vibrations, vibrations, effectivement, les c'est ça, ouais. vibrations pourraient porter atteinte alors à ton intégrité physique. Ce qui est intéressant, c'est de constater que énormément de gens qui font une rencontre rapprochée parlent de vibrations. Ils entendent D'accord. comme une vibration, un sifflement, un bourdonnement. Il y a cette idée-là qui revient. Et moi, je fais l'hypothèse que ces vibrations-là, en fait, ce sont des vibrations qu'on peut rattacher à l'âme et à sa manière D'accord. de produire de la matérialité. Parce que selon la thèse, et qui rejoint d'autres, hein, la matière, je vous l'ai dit, c'est une vibration de la lumière. Et ça, moi, je trouve ça assez logique, entre guillemets logique, hein, parce que s'il existe bien deux mondes, un monde de lumière, dans lequel se situe le soi, l'âme, et un monde de matière, dans lequel se situe le moi, nous sur Terre, hein. C'est assez logique de concevoir que si c'est bien le monde de l'âme qui produit celui du moi, le monde matériel est une émanation de ce monde de lumière. Et donc, la matière, c'est de la lumière, on pourrait appeler ça condensée, densifiée. Mais attention, hein, il ne s'agit pas de la lumière physique. C'est pas la lumière du physicien. C'est une autre lumière. C'est la lumière des mystiques, des gens qui font des extases mystiques comme Sainte Thérèse d'Avila, qu'on peut appeler une lumière nouménale. Et ça, là aussi, c'est compliqué, hein. Ça renvoie à plein d'autres choses, d'autres concepts. C'est pas la D'accord. lumière physique. Oui, Et oui. c'est les vibrations en question indiquent la matérialisation. Mais du coup, ça donc ça joue sur nous, mais ça joue également sur les animaux, ça jouerait sur tout ce qui existe en fait, dans notre monde, j'ai envie de dire. Donc même s'il existe des extraterrestres, ils seraient eux-mêmes, peut-être en proie à cette idée de Ben, s'il voi existe des extraterrestres, toute logique, ce sont aussi des émanations de l'âme, oui. puisqu'on est dans un schéma Mmh. Oui, parce métaphysique, que là. tout l'est au final, Si vous avez mmh. pardon, excusez-moi? Non, j'allais dire, mais au final, tout, est une émanation de comme les Absolument. animaux ou autres alors? Tous? Vous savez quel est le premier à avoir dit ça? À avoir dit que chaque être vivant, en fait, hein, est une émanation de l'âme. Déjà, c'est toute la science grecque, hein, qui considérait qu'il y avait une âme chez les animaux, une âme même chez les plantes, l'âme végétative, hein. Mmh mh. Mais au niveau de la philosophie plus récente, hein, ceux qui ont dit ça, c'est un philosophe, celui qui a dit ça le premier, c'est un philosophe qui s'appelle Leibniz, qui a écrit un texte merveilleux, la monadologie. Et il considère que toute espèce, tout animal, toute plante porte en lui un certain degré de conscience.
qui est une certaine vision du reste de l'univers. Et ce degré de conscience, il l'appelle monade. En fait, l'âme, c'est elle qui produit tout ce qui est manifesté. Donc oui, je réponds oui à votre question. Ça concerne aussi les animaux et D'accord. d'éventuels extraterrestres. Oui. Oui, tout ce qui est vivant au final, Tout ce qui est vivant, en fait. Tout ce mmh. qui est vivant. Tout est l'émanation de la conscience, enfin de l'âme, en fait, de Mmh. l'âme du monde. C'est pour ça qu'on est dans ce qu'on appelle, on rejoint l'animisme, ce qu'on appelle l'animisme, hein, vous savez. Pourquoi est-ce que le phénomène nous trompe? Je reviens à Pierre Monnet, hein, parce que on a nié l'âme. À un moment donné, j'avais pensé, moi, dans ma réflexion, que c'était une manière de nous punir d'une certaine manière. Vous voulez pas admettre mon existence, eh ben, je vais employer des simulacres et, et du toc. Quelles sont les phrases préférées de certains ufologues, on va dire, hein? Je le dis avec respect, hein. C'est I want to believe. Je veux croire. C'est on attend la révélation. La révélation. C'est l'expression révélation, elle est chargée de sens, hein, au niveau du sacré, quoi. Mais là, on a une révélation, une attente de révélation en toc, et on a en fait une, c'est du toc tout ça. Parce que parce qu'on n'est plus capable de regarder un plan supérieur à nous. En fait, on a oublié notre dimension sacrée. Donc, c'est un peu notre punition. Moi, je le vois comme ça. D'accord. C'est ça qu'on est trompé. OK. Mais, moi j'avais une Bah, ça en question fait beaucoup, également à hein. vous. Oui, ça fait beaucoup de choses à Oui, assimiler donc, effectivement, mais après moi je conseille vraiment tout le monde, de se procurer votre livre, hein, Au-delà du miroir et là tout est expliqué, mais c'est vrai que je pense qu'il faut le lire 2 fois, voire peut-être 3 pour, vraiment moi je suis revenu, hein, je lisais, je revenais en arrière, je me disais: «Attends, voilà, c'est ah oui d'accord, OK», donc je repa mais, sinon j'avais encore une question à vous poser, c'était de savoir, mais à ce moment-là, que peut-on penser de toutes ces vidéos d'OVNI, qu'on peut voir ici et là, de gens qui auraient, voilà, vu quelque chose et qui l'auraient réussi à le capturer sur une bande, magnétique ou numérique aujourd'hui. Comment on peut penser que ça puisse exister et être là physiquement au moment où on le prend en vidéo? là, la pièce dans laquelle vous êtes et dans laquelle moi je suis, Mmh mh. c'est une production de l'âme ou de l'âme du monde. De l'âme. OK. C'est-à-dire que notre monde, le monde matériel, est issu d'un processus de création. Autrement dit, il n'y a pas de, c'est pas la matière qui produit l'esprit, c'est l'esprit ou la conscience qui produit la matière. Mmh. Donc, quand vous avez des personnes qui filment un ovni, comme le tic-tac, on le voit bien le Oui. tic-tac, Mmh mh. ça existe matériellement. La preuve, c'est filmé, hein. Mais c'est l'âme qui produit ça. Parce que l'âme, elle est créatrice. Alors, il suffit de remplacer le mot âme par Dieu et on est dans la Bible, là, presque, hein. C'est quand même, vous voyez un peu la dimension sacrée qu'il y a derrière. Notre monde est issu de l'activité de l'âme, et je vais même aller plus loin, hein. Ce qu'on appelle vous savez, vous avez vu que les témoins disent souvent qu'ils entendent des messages dans leur tête, Oui. télépathiques. Mmh mh. Je cite à la fin du livre, le monsieur Bidault, ancien juge d'instruction, qui recevait des messages d'hommes en noir qui lui disaient: «Il fallait pas qu'il écrive». Vous vous rappelez de ce cas? Qu'est-ce que c'est que la télépathie, en fait? Ou ce qui est interprété comme tel, hein? Ce sont des informations qui sont envoyées de l'âme vers le moi. Et moi, ce que j'affirme, c'est que ce que je soutiens, c'est que ces informations-là, elles utilisent le même canal par lequel l'âme produit le monde matériel. Et pour expliquer ça, je fais une analogie. Vous avez vu en informatique comment est-ce qu'une image apparaît sur un écran? Parce qu'il y a un, un émetteur qui va envoyer de l'information via le web, qui vont, et ces paquets d'informations vont se transformer en images. Eh bien, l'écran sur lequel vous me voyez, c'est la conscience. Et l'émetteur, le serveur, c'est l'âme. Autrement dit, il faut penser le réel en termes de jeu dynamique d'information.
C'est ça l'idée. Mais la matière existe, mais elle est Mmh. produite par l'âme. Et est-ce qu'on aurait une possibilité, et là du coup ça rappelle un petit peu Matrix, c'est-à-dire qu'à un moment donné d'être capable d'influencer justement, cette matière, comme vous le dites, ce flux d'informations pour pouvoir créer tout et n'importe quoi, mais en ayant conscience, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là on est un petit peu, victime de ça, j'ai l'impression. On est un peu victime de Ah, on ces est passif même, hein. On n'a pas la oui, capacité de c'est ça. c'est toute la différence entre l'imaginaire et l'imaginal. L'imaginaire, moi j'imagine, ce que vous voulez, j'imagine un centaure, il va pas apparaître. Mmh mh. L'âme, elle matérialise. C'est Henri Corbin qui avait proposé d'utiliser l'adjectif imaginal pour distinguer imaginaire. En fait, l'imaginal, c'est l'imaginaire de l'âme, mais un imaginaire qui se matérialise. Voilà la différence. C'est énorme quand même, hein. Alors vous avez posé comme question, est-ce qu'on peut influencer? Alors, Mmh. il y a un cas qui est assez extraordinaire, c'est lorsque l'âme confère à un individu ses propres pouvoirs, mais elle les confie uniquement, d'après, ce qu'on constate, on va dire, qu'il y a des gens qui ont une telle attitude de sainteté que ces gens-là, on les appelle des saints, justement. Et ces personnes-là ont la capacité d'avoir un comportement qui déroge aux règles de la physique. Par exemple, capacité de bilocation, Ah oui, mais ça rappelle du capacité coup, de comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié. le Heu, curé d'Ars, le Padre Pio, Padre Pio, voilà, c'est ça, à ça que je pensais, voilà, ouais. par exemple. Mais c'est ce qu'on appelle les saints. Mmh. J'en ai parlé dans le chapitre qui s'appelle, quand les âmes se dévoilent, c'est à la fin. Et ben là, l'âme, elle confère à ces personnes-là ses propres pouvoirs. Alors pourquoi? Ben ça, je sais pas. Peut-être parce que ces personnes-là ont acquis, justement la sagesse de l'âme. Je sais pas. Mmh. Une espèce de privilège, hein. Et ces gens-là, comme le Padre Pio ou le curé d'Ars ou d'autres, ont des capacités qui sont celles des ovnis. On voit bien le lien là. C'est-à-dire qu'ils ont des capacités qui dérogent aux lois de la physique. Et Ouais. là, on a une capacité de guérison miraculeuse, de bilocation, de prémonition, tout ce que l'âme est capable de faire et qu'elle OK. manifeste de manière voilée dans les ovnis et Oui, dans les parodique, hein. ovnis ou oui, dans les ovnis ou autre chose au final, dans Absolument. tout Ou ce dans les tout ce phénomènes qui peut paranormaux. paranormaux, voilà, c'est ça, ouais, tout Ouais, à fait, ouais. tout à fait. Ah, c'est absolument fascinant en tout cas, et c'est vrai Exactement. que mais est-ce que vous pensez qu'on va maintenant on va se diriger vers ça, justement, vers, peut-être cette façon de penser-là, et qu'on va quitter le monde un peu tolé-boulon, vous voyez, qu'on a peut-être encore un petit peu chez les ufologues? C'est-à-dire que voilà, les ovnis seraient d'origine extraterrestre, ce seraient des constructions, de Alors, je vais essayer de vous répondre le plus franchement possible. ouais. Des auteurs comme Éric Zurker, comme Mmh. Philippe Guimand, comme moi en l'occurrence, comme Jean-Jacques Jaïa aussi, on est dans cette ligne-là. Et cette ligne, elle va s'ouvrir encore plus. Mmh. Parce que je j'espère que l'articulation est enfin établie, en particulier avec mon livre, hein, entre la thématique de l'ufologie et celle des EMI. Cette articulation, je vous l'ai dit en début, elle a été établie grâce à l'analyse des RR3 avec effet Oz. C'est le lien qui nous manque. Et une fois que la brèche est ouverte, je pense, j'espère en tout cas, qu'on va passer d'une réflexion purement exobiologique, qui est le simulacre, à la vraie réflexion, celle qui va porter sur l'âme et sur les EMI. Parce qu'en fait, la vérité de l'ufologie, elle se trouve dans le terrain des EMI. Si vous avez compris ça, et je pense que vous l'avez compris, vous avez tout compris, presque. Ouais, C'est vers ça qu'il faut aller maintenant. d'accord. Il faut abandonner la recherche exobiologique, puisque là, on est dans le domaine de la contre-initiation et du simulacre. Mmh. Non, mais en tout cas, c'est vrai Et que c'est un livre qui fait réfléchir, ouais, 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 c'est sûr. ben, moi, j'espère qu'il va marquer une étape, quoi. Enfin, bon, vous allez trouver ambitieux ce que je dis, hein, mais il faut passer maintenant. Il faut passer ce cap. Mmh.
Il faut maintenant aller vers la thématique des EMI. Il faut en fait, l'ufologie va changer d'objet. Moi, c'est ce que j'espère en tout cas, hein. Parce que sinon, on Ouais. va être encore dans le simulacre, on va encore se demander d'où viennent les extraterrestres. On n'en est plus là. Oui, oui, c'est ça, oui. C'est que là, c'est vraiment au-delà de ça, on est, ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que moi, je trouve que vraiment ça complète un peu les travaux aussi de Laurent Kasperovitch, enfin je Mais trouve que tout complètement, ça, ça crée un tout et complètement. si on vous lit vous, on le lit lui. Et et alors, il y a des gens qui vont être un petit peu pas contents du tout, je vous le dis tout de suite, c'est les scientifiques. Mmh. Oui, Parce que oui, là, cette c'est cette sûr, ouais. thématique-là, elle les concerne pas. Les scientifiques, ils portent sur un monde qui est déjà fait, avec des lois, le monde de la physique. Et là, on est dans la métaphysique. Mmh. Ils vont pas être contents au GEPAN, hein, je suis désolé, je les connais, hein. Mais bon, voilà, quoi. Et ben, en tout cas, c'était, vraiment, très intéressant, Philippe, vraiment, passionnant et je Bon, vous remercie merci de encore une m'avoir fois de laissé m'avoir m'exprimer, hein. eh bah, avec grand plaisir et merci encore une fois de m'avoir fait parvenir votre livre. Vraiment, je vous dis, c'était, assez fascinant, moi, en plus, je sortais vraiment de voilà, des livres de Laurent, et là, je voilà, après avec vous et c'est vrai que là, je me dis finalement, on a presque une vision d'ensemble là de un espèce de nouveau paradigme, sur ce sujet. Enfin, Mais c'est complètement, mmh complètement. Et c'est que le début, hein, le début. et c'est que le début. Ouais. Bon, bah, en tout cas, j'espère que vous allez, voilà, ouvrir, des portes et que certains vont s'y engouffrer aussi et que ça sera le début d'une nouvelle ère pour l'ufologie. Mais en tout cas, c'est passionnant, fascinant et j'encourage tout le monde donc à lire votre livre, Au-delà du miroir. Voilà. Qu'on peut trouver où Je d'ailleurs, vous Philippe? Un peu partout, Alors, voilà, au début, il a été un petit peu long à être mis en place, mais on le trouve, on le trouve maintenant, hein. Sur, D'accord. on peut le commander sur la Fnac, Amazon, on le trouve. Et OK. voilà, ben, moi j'espère que ce livre sera compris parce qu'il est compliqué, hein. Vous avez vu, j'ai essayé d'être clair, maintenant, voilà, on Oui, verra. oui, oui. Bah, oui, mais c'est vrai que parfois, c'est un petit peu complexe effectivement. Il faut revenir un peu en Faut le arrière relire et plusieurs relire. fois. Exactement, ouais. Ouais, mais en tout cas, c'est absolument fascinant et bravo pour vos travaux et merci beaucoup pour cet Merci. entretien, vraiment. Merci Bah, beaucoup merci à d'être vous, venu. hein. Merci à vous. Et ben, merci beaucoup Philippe, merci à tous ceux qui nous auront regardés. N'hésitez pas, on Merci. peut vous suivre peut-être Philippe, je sais pas sur, Facebook, vous avez une page, vous partagez peut-être des travaux de temps en temps ou? Je vais en créer, j'ai une page Facebook, puis je vais créer une page en plus spéciale. D'accord, bon, Et j'ai une page donc on Facebook, Philippe Solal. Philippe Solal, voilà, donc on vous trouvera facilement. Merci beaucoup Philippe, merci à Merci. tous ceux qui nous auront regardés et à bientôt. Merci beaucoup. Merci bien.